utilise déjà, c'est la gabapentin dans le chloride urémique. Et il y a une étude qui n'est même pas encore publiée, qui est déjà acceptée. Utilisation de la gabapentin pour traiter le chloride ou un syndrome des jambes sans repos chez des patients atteints d'une insuffisance rénale terminale non hémodialysée. Vous connaissez comme moi le problème, quand les gens sont en insuffisance rénale terminale, on a beaucoup de mal à leur mettre une molécule qui est exclusivement excrétée par les reins. Et donc là, ils ont osé, en disant que voilà, c'est des pathologies extrêmement fréquentes dans cette population, un syndrome des jambes sans repos chez 5 à 62% des patients, un chloride urémique jusqu'à 42% des patients. Il y avait 34 patients qui avaient donc soit un ou l'autre symptôme, éventuellement même les deux, et ils ont reçu donc de la gabapentin 100 mg un jour sur 2 ou un jour sur 3. Puis on a augmenté la gabapentin en fonction de l'effet et de la tolérance pour atteindre au final pour ces patients des posologies entre 50, donc 100 mg un jour sur 2, et 600 mg par jour. On a fait ça pendant 4 mois. On constatait quand même que presque la moitié des patients souffraient d'effets secondaires du genre vertige et fatigue. Et 17% des patients ont arrêté le traitement à cause de ça. Et ça, c'est donc le PREVIT. Il y a eu un score. Plus le score est bas, ici en bleu, mieux vont les gens. Et donc vous voyez que à la première visite, donc après le premier mois, quelque chose comme ça, non, ça c'est la visite d'inclusion. Il y avait personne qui avait un score 0, et au fur et à mesure, premier, deuxième, troisième, quatrième mois, il y a de plus en plus de gens qui diminuent leur score, c'est-à-dire vont mieux. Donc avec la gabapentin, pour PREVIT et syndrome de jambes sans repos chez des patients en insuffisance rénale terminale. Et là, c'est le même truc pour la sensation de jambes sans repos. Après, là, il y avait une petite lettre sur la thalidomide pour le PREVIT. C'était une femme de 68 ans qui avait un cancer du poumon et qui avait un PREVIT paranéoplasique, apparemment sévère, qui persistait pendant quasiment le début de la maladie, qui s'est quand même étirée sur 3 ans. Et plus elle était malade, à la fin, ça devenait insupportable, ce PREVIT. Elle a eu des corticostéroïdes, des crèmes, des antihistaminiques, des antidépresseurs. Rien n'a fait de l'effet. Et là, l'équipe a décidé de tenter la thalidomide. Et là, le PREVIT a disparu en 15 jours et ça a bien tenu jusqu'à son décès 5 mois plus tard. Et c'était l'occasion de vous rappeler que cette thalidomide, elle est à notre disposition en France. C'est une prescription hospitalière par un médecin spécialisé, notamment il faut être oncologue. C'est une molécule qui est un puissant inhibiteur de l'angiogénèse et c'est un agent immunomodulateur qui a fait des ravages il y a maintenant 50 ans, notamment en Allemagne. C'est tous ces enfants phocoméliques qui sont nés après que les mères aient pris de la thalidomide. Donc il y a une tératogénèse majeure. C'est la raison pour laquelle cette molécule est vraiment sous verrou, mais on peut l'avoir. Deuxième effet secondaire grave, c'est la neuropathie axonale qui peut déclencher, qui survient chez 10 à 30% des patients et qui augmente, dans l'incidence augmente avec l'augmentation des posologies avalées. Donc c'est un médicament qui est utilisé par des oncologues dans le myélome multiple et qui peut entraîner d'autres risques thromboemboliques, neutropénie,
Et bien sûr, parce que c'était ça au départ, il était commercialisé comme somnifère. Ceci dit, je pense que dans des situations vraiment où on est acculé, c'est une prescription qu'on peut garder en tête parce que les effets secondaires graves, je crois que ça ne joue plus tellement avec nos patients en soins palliatifs. Et donc, si vous avez vu ici, elle est à la fois nommée dans le prurite urémique et aussi dans le prurite cholestatique. Donc, ça peut être une possibilité. Sur les sueurs, Sur les sueurs, oui. Ok. Kétamine et dépression, on a déjà entendu un petit mot tout à l'heure. La premier article sur l'effet antidépresseur de la kétamine en 2000, deuxième article en 2006 et maintenant beaucoup d'articles. La situation avec les antidépresseurs est la suivante. Ils sont efficacité dans un laps de temps entre 6 et 8 semaines s'ils veulent bien marcher. Il y a 40 à 65% de répondeurs. Donc on a ce laps de temps, 6 à 8 semaines, où rien ne se passe. Alors, quand les gens sont vraiment extrêmement déprimés, on peut leur proposer une électroconvulsivothérapie, la sismothérapie, qui, elle, développe son efficacité après 1 ou 2 semaines de traitement. Ça vous peut dire? Je peux dire que la sismothérapie, les électrochocs, ils ont un grand coup, c'est beaucoup plus au niveau utilisé. Bon, et là-dessus arrive la kétamine. La kétamine qui a dose tout à fait modeste, 0,5 mg kg en IV sur 45 minutes. Il y a une efficacité antidépressive qui est documentée après 4 heures. C'est quasiment immédiat. Il y a 71% de répondeurs après 24 heures. Et l'effet d'une perfusion unique de kétamine semble durer 1 à 2 semaines. Et cette kétamine diminue aussi les idées suicidaires. Et surtout, ce qui est frappant quand on lit les études, ça diminue les idées suicidaires de maintenant à tout de suite. Vous avez une injection de kétamine, on vous repose les mêmes questions 3 heures plus tard, vous êtes dans un tout autre état d'esprit. Et donc voilà, ça c'est une méta-analyse de plusieurs études qui, au total, sur 130 patients. Alors, juste pour vous montrer, ces patients sont évalués avec des questionnaires, genre HADS, le Beck Inventory, des choses comme ça. Et donc, on leur fait passer les questionnaires à heure 0. Après 4 heures après la perfusion, après 24 heures après la perfusion, et puis 72 heures après la perfusion. Et donc, les gens qui vont nettement mieux, ben vous voyez, ça va jusqu'à 100% des candidats, mais ça se situe plutôt autour de 65% qui sont 4 heures après une injection de kétamine nettement mieux. Ça marche aussi pour les patients bipolaires. Donc, effet antidépresseur en 2 à 4 heures, 50 à 80% de répondeurs, diminution des idées suicidaires très rapide, et la durée de l'effet, c'est 2 jours à 2 semaines. Alors, là, ici, dans cette étude 2014, on a testé, donc il y avait 18 patients qui avaient un épisode dépressif majeur. On les a randomisés soit à avoir des électrochocs, soit des injections de kétamine toutes les 48 heures, soit électrochocs, soit toutes les 48 heures
une injection de kétamine. Et puis on a évalué leur état d'esprit avant le traitement, un jour après, et puis à 3 jours, à 7 jours après le dernier traitement. On a utilisé l'inventaire de dépression de Beck et l'échelle de dépression de Hamilton. Et donc, ça donne des scores. Et voilà comment ça se présente. Ça, c'est l'inventaire de Beck, de dépression de Beck. Ici, c'est en bleu, c'est le groupe avec les électrochocs. Plus les scores sont bas, mieux en bas. Et ça, c'est donc les scores sous kétamine. Et ce qui est souligné dans cette étude, c'est que la kétamine fait mieux que les électrochocs. Oui, les psychiatres, ils y sont déjà. Ils font des électrochocs avec la kétamine. J'ai vu il y a des études qui sont en cours. En tout cas, l'effet antidépresseur de la kétamine est plus rapide et plus important que celui de l'électroconvulsivothérapie. C'est la conclusion de cette étude. Alors bien sûr, dans la littérature, on se pose la question, mais quelle place pour la kétamine? On sait que ça ne tient pas très longtemps, mais une chose qui est discutée, c'est ça peut peut-être faire passer ce laps de temps jusqu'à ce que les antidépresseurs commencent à être efficaces. Alors, mais ce qui se passe en psychiatrie, ce n'est pas uniquement la chose qui nous intéresse. Les gens en soins palliatifs, ils ne sont pas paresseux, ils se sont vite accaparés du sujet et on voit les premiers, je ne dirais pas que c'est des études, c'est les cas et des publications donc, sur la kétamine. Alors, on a eu déjà la kétamine, la burst kétamine dans la douleur. Elle arrive maintenant pour la dépression. Là, c'est un cas clinique, un patient de 50 ans avec un cancer de la prostate multimétastasé. Il a un épisode dépressif majeur résistant sous Effexor. On l'a mis sous méthylphénidate, donc la Ritaline. Et comme il ne va pas mieux, on lui laisse le choix entre électrochoc ou kétamine. Elle choisit la kétamine. Donc, on lui fait 45 mg sur 60 minutes, c'est une dose tout à fait modeste, non anesthésique. Et ils se sentent nettement mieux durant 3 jours, et puis l'effet se dissipe. Et au bout de 10 jours, il demande lui-même d'avoir une nouvelle injection, qui semble beaucoup moins efficace. Mais dans l'ensemble, le patient paraît quand même mieux. Ceci dit, ils ont fait tout en même temps, ils ont augmenté la Ritaline, ils ont rajouté un autre antidépresseur. Donc voilà, je vous livre ce cas tel qu'il a été décrit. Je suis tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas une condition idéale. Ceci dit, après, il y a aussi cette équipe-là qui s'est dit, en IV, la kétamine, ça ne nous arrange pas, on va essayer ce que ça fait en perros. Donc là, pareil, on a l'impression que c'est vraiment un traitement miraculeux, tel que c'est décrit, avec, il donne la même dose, 0,5 mg par kilo perros. Donc pour cette dame, c'est 27-28 mg une fois, et elle va nettement mieux. Elle a regardé ici les scores de l'HADS. L'HADS, vous le connaissez, malgré le fait que je trouve le score de la dépression n'est pas très élevé, mais le score de l'anxiété diminue. Donc ça, c'est au screening, ça, c'est 60 minutes avant, et ça, c'est 60 minutes après la prise de kétamine. Apparemment, il y a aussi une forte efficacité sur l'anxiété. C'est toujours la même dame. Donc là, c'est le score HADS.
Donc on note que 120 minutes après la prise de la kétamine, il y a disparition des idées suicidaires. Par contre, après un mois, on a voulu lui redonner une dose de kétamine et là, ça n'a plus fait vraiment d'effet. Pourquoi est-ce que c'est aussi génial et que nous, quand on utilise, j'ai jamais eu un seul patient qui a eu, docteur, je suis plus dépressif. Moi, je me suis, avec la douleur chronique, je me suis parfois posé la question. Si les patients ne viennent pas parce qu'ils vont mieux après, moralement. Alors, on voit des gens qui font des publications. Moi, je n'oserais même pas dire que je fais ça. Eux le publient. Donc, dans un centre de traitement anticancéreux, il y a des gens, des anesthésistes manifestement, qui, pour les gens qui sont en fin de vie, ils leur mettent un peu de kétamine, un peu de fentanyl, un peu de désipramine, et au bout, ils trouvent qu'ils vont mieux. Bon, il y a quand même les premiers qui disent aussi, mais attention, soyez prudents avec la kétamine, parce qu'il paraît, je n'ai pas très bien compris par quel mécanisme, la kétamine pourrait aussi stimuler la croissance du cancer. Bon. Voilà où ça en est. Je pense qu'on aura certainement l'occasion d'en reparler. Et donc, il y a un monsieur qui a commencé à faire un semblant d'étude. C'était pour, j'ai jamais vu cet intitulé, une étude pour faire la preuve du concept. 14 patients qui ont eu de la kétamine tous les soirs, féroce. Il y a 8 patients qui terminent l'étude. Et donc, il les a monitorés pour l'anxiété et pour la dépression. Et donc, malgré le fait qu'il y a 6 patients qui sont sortis de l'étude, il trouve que chez tous les patients, il y a eu une amélioration de l'anxiété. Donc, il conclut dans son article que la kétamine diminue l'anxiété chez 100% des sujets de cette étude. Et sur la dépression, il constate qu'il a un temps un peu plus long jusqu'à ce que les scores s'améliorent. Et il attribue ça à la prise féroce. Et il relève aussi qu'il n'y a pas de changement pour les scores de la douleur. Et dernière chose, il n'a pas eu d'effet secondaire grave. Voilà, donc ça c'est pour la kétamine. Et j'ai encore un dernier topo, si vous en trouvez encore. C'est l'endocrinopathie induite par les opiacés. C'est quelque chose que j'avais déjà vaguement en tête, mais j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'ai eu un patient, un homme de 45 ans, quelque chose comme ça, qui prend depuis 10 ou 15 ans 450 mg de morphine, prescrit par je ne sais pas qui. Donc il prend ça tous les jours et un jour il est venu nous trouver en consultation en nous disant qu'il était maintenant avec un endocrinologue parce qu'il n'avait plus du tout de libido et que ça n'allait pas parce qu'autrefois il avait une libido très forte et on avait constaté qu'il avait quasiment plus de testostérone et l'endocrinologue se demandait mais pourquoi, d'où ça pouvait bien venir. Et c'est à partir de là que j'ai fait une recherche bibliographique et je suis tombée sur quelque chose dont je pense qu'on le sous-estime largement et que ça va nous revenir comme un boomerang dans 20 ans avec nos patients. Alors, de quoi s'agit-il? Là, les opiacés semblent diminuer la sécrétion du GnRH. C'est l'hormone dans l'hypothalamus qui commande la sécrétion de LH et de FSH dans l'hypophyse. Alors les opiacés apparemment diminuent la sécrétion de cette hormone. Ce qui fait donc
on a beaucoup moins de LH qui est libéré, l'hormone, je ne connais pas les termes, gluténique, voilà. Beaucoup moins de LH qui est libéré, et cette LH est nécessaire pour stimuler les ovaires et les testicules pour produire de la testostérone. Il y a aussi un effet direct des opiacés sur les testicules. Là aussi, les opiacés diminuent directement la production de testostérone dans les testicules. Pour la femme, c'est comme il y a d'autres pathways, d'autres mécanismes, les choses sont moins évidentes, mais tout à fait aussi présentes. Parce que qu'est-ce que ça produit quand on n'a plus de LH, plus de testostérone? Mais ça fait un hypogonadisme qui est donc induit par la prise chronique d'opiacés. Là, ça c'est l'influence des opiacés sur tout cet axe hypothalamo-hypophysaire, sur les hormones, et vous voyez qu'il y a essentiellement une activité sur le LH et sur la testostérone, mais aussi sur l'estradiol, et même sur l'adrénocorticotropine. En tout cas, on a donc une diminution du GNRH, une diminution du LH dans l'hypophyse, une diminution de la production de testostérone, ce qui entraîne une diminution de la libido, une dépression, une anxiété et une fatigue, je vais y revenir, diminution de la masse musculaire chez les femmes, une aménorrhée, éventuellement une galactorrhée. Vous voyez ici que la prolactine est augmentée dans certaines situations par des opiacés, et une ostéoporose à long terme. Ça c'est une revue où on a collectionné toutes les études qui sont intéressées à l'effet d'une prise d'opiacés chronique sur les hormones. Et on constate qu'en intratécal, il y a entre 196 et 171% des hommes qui ont un hypogonadisme après une prise. La plupart du temps, c'est de l'ordre de 1 à 2 ans. Donc, un très très grand chiffre de personnes, le pourcentage de personnes qui sont atteintes par ça. Et pareil, même en oral, en transdermal, les pourcentages sont très importants. 90, 64, 92, 80, ce qui fait dire un hypogonadisme est présent chez l'homme prenant des opiacés de façon chronique dans 90% des cas. L'hypogonadisme, les symptômes: perte de la libido, impotence, infertilité, dépression et anxiété. La testostérone, j'ai appris ça à cette occasion, est un fort antidépresseur. Vous donnez à des personnes, ou même des rares déprimées, de la testostérone. Apparemment, ça booste. Vraiment pas plaisir énormément. Un fort antidépresseur, diminution de la masse et de la force musculaire, de la fatigue. Pour les femmes aménorrheuses, c'est vrai, moi j'ai une patiente qui est en aménorrheux, je pense plutôt prise d'opiacés. Les sueurs, particulièrement la nuit, ostéoporose, les fractures, et ça c'est la cerise sur le gâteau, l'absence de testostérone induit une hyperalgésie. Et là aussi, on a pris des rats, on les a exposés à des tests douloureux, donc ils ont eu un seuil, une réaction X à la douleur. Après, on a
temps et on les a exposés aux mêmes tests ou épreuves douloureuses. Apparemment, ils ont réagi de façon beaucoup plus sensible en absence de testostérone. Donc, l'absence de la testostérone pourrait provoquer une hyperalgésie chez l'homme aussi. Mais alors, Anna, les toxicomanes devraient être hypofertiles ou hypogonadiques? Je crois qu'elles le sont. Hein. Comment? On en est parlé à notre psychiatre qui consulte chez nous. Il m'a dit c'est pour ça que les toxicos un peu de vie sexuelle. Apparemment, chez vous, dans le milieu, c'est connu. Je fréquente pas trop les toxicos, donc j'ai pas d'expérience. Et ça joue aussi pour nos patients. On pourrait se dire, ok, c'est un truc de la douleur chronique, mais on voit apparaître des études, notamment aussi chez des patients atteints de cancer. Alors, la prévalence d'un hypogonadisme après une chimiothérapie chez les patients atteints de cancer en rémission est de l'ordre de 43%. Chez les patients, ça c'est quand vous avez une chimiothérapie, vous êtes en rémission. Si en plus vous avez des opiacés et vous gardez vos opiacés, la prévalence de l'hypogonadisme est de 90%. Et la conclusion, c'est que tous les patients qui prennent des opiacés, ce n'est pas des grosses doses, supérieures à 100 mg de morphine équivalent orale, pendant plus que 30 jours, sont susceptibles de développer un hypogonadisme. Il semble y avoir une relation de dose à effet, donc plus vous en prenez, plus vous risquez. La diminution des hormones sexuelles survient chez l'homme et chez la femme. Le diagnostic chez la femme est plus difficile et peut avoir des répercussions très importantes sur la qualité. Au-delà de la diminution de la libido, ça peut entraîner une dépression, une fatigue, une ostéoporose pour un double mécanisme, j'ai oublié, et une hyperalgésie. Le plus important facteur de risque pour l'homme de développer une ostéoporose, c'est l'hypogonadisme. L'incidence d'une ostéoporose avérée chez des patients atteints d'hypogonadisme suite à la prise d'opiacés pour des douleurs chroniques est de 50%. Chez des patients plus âgés de 60 ans et plus qui prennent plus que 50 mg de morphine équivalent oral par jour, ils ont un risque facteur de 10% par an. Et quand tous les autres variables sont contrôlées, les patients âgés qui prennent des opiacés, plus que 50 mg par 24 heures, ils ont un risque 2 fois plus important de subir une fracture dans l'année que les patients sans opiacés. Alors, comment faire le diagnostic? Voilà ce que propose une revue américaine. J'ai trouvé un article français qui dit en fait qu'il faut doser la testostérone sérique entre 8 et 11 heures du matin. Apparemment, c'est une hormone qui a un rythme nictéméral. Il faut demander la testostérone biodisponible. Et si les chiffres sont bas, il faut faire un deuxième dosage, confirmer les résultats par une deuxième détermination en demandant en plus le dosage de la FSH et de la LH et de la prolactine. Et les dosages sont bas quand la testostérone totale est inférieure à 350 nanogrammes par décilitre. Les autres causes d'un hypogonadisme, il faut y penser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les articles, ils disent, si possible, arrêter les opiacés, privilégier d'autres modalités de traitement de la douleur. Après, il y a 36 modalités de substitution qui est possible. Et dernière chose, plusieurs articles en parlent, éventuellement, mais sans être sûr que ça c'est vraiment utile,
la rotation d'opiacés, et ça vient de l'idée et du constat que les toxicomanes qui sont sous buprenorphine, ils ont beaucoup moins de glucogonadisme que ceux qui sont sous méthadone. Donc la buprenorphine serait peut-être un opiacé qui induit ça beaucoup moins. Voilà, donc ça c'est quelque chose, je pense qu'il faut le rentrer dans nos cases.